Salut à toi et bienvenue sur ce tout premier épisode du Carnet de bord de Bastien, spécial interview. Et aujourd'hui, on reçoit Audrey Boléa, coach de vie. Donc Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors l'objectif de ce podcast, de ce format-là, ça va être du coup de te connaître en tant qu'entrepreneuse, mais aussi en tant que personne. Qui je suis vraiment. Voilà, exactement, parce que je trouve ça intéressant toujours de... Il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, et puis dans ton métier, tu le sais, beaucoup de gens qui se mettent des barrières par rapport à qui ils sont, d'où ils viennent, par rapport aux croyances qu'ils peuvent avoir. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir où toi t'en es arrivé en tant qu'entrepreneuse, par où t'es passé aussi bien en tant que professionnel qu'en tant que personnel. Donc après, on ira là où tu veux, jusqu'où tu veux nous emmener. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu à l'heure actuelle donc qui tu es et quelle est ton entreprise? Ok, alors moi qui je suis, donc je suis Audrey Boléa, j'ai 29 ans, pas encore 30, faut le spécifier, enfin faut le préciser, c'est important. On précisera Et alors. ça fait donc 5 ans que j'ai décidé d'être entrepreneuse dans le domaine, donc là maintenant, dans le domaine final qui est le coaching de vie, coaching en développement personnel et plus précisément d'aider les personnes à s'épanouir dans leur vie professionnelle, que ce soit de la reconversion ou du lancement justement d'entreprises, d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui me passionne et voilà pour ma petite présentation. Je ne sais pas quoi dire. D'accord, donc tu es vraiment complètement régulièrement confronté à des personnes qui sont, du coup, si je me trompe pas, ou salariés voulant monter leur boîte, ou alors des entrepreneurs déjà qui ont déjà leur boîte et qui veulent se réorienter aussi en créant une autre boîte qui est différente de ce qu'ils font, c'est ça? Oui, alors il y a en effet soit des salariés pardon, soit des salariés qui ont envie de créer leur société, soit des personnes qui ont créé leur société et qui ont envie de faire un autre type de société, ou encore des personnes qui sont en cours de création de société et qui ont envie d'être accompagnées dans le lancement justement de leur boîte pour ne pas perdre de temps peut-être, éviter peut-être certaines erreurs et prendre le temps de se poser, de débriefer avec quelqu'un. Ce qui est assez important quand on décide de se lancer et qu'on est surtout souvent seul dans cette aventure. Effectivement, c'est parfait parce que tu colles typiquement aux personnes qui devraient écouter ça. J'espère pouvoir t'envoyer beaucoup de clients du coup. Alors, toi, comment t'as fait pour monter cette boîte? Est-ce que depuis que t'es toute petite, tu te dis je vais aider les gens à monter des choses, qui vont leur permettre de vivre de leur passion? Ou est-ce que t'as eu un parcours atypique? Comment ça s'est passé? Et j'aurais une autre question par rapport à ça après qui peut être assez rigolote. Alors, mon parcours, je vais casser un peu le mythe, hein, mais c'était pas du tout une destinée, quoi. Hein. C'était pas quelque chose où, comme tu dis, étant enfant, je me suis dit, moi, je vais aider les gens à faire de grandes choses. Non, ça a été un parcours qui s'est créé en fait au fil du temps, et je pense, ce qui crée aussi peut-être ma légitimité, c'est que je me suis plantée, comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais commencé, donc moi, je travaillais en téléphonie mobile. Je suis partie vivre à l'étranger pour la faire courte. Quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'en avais ras-le-bol de bosser en téléphonie et j'ai décidé en fait d'être coach en image. Et pour tout avouer, la première motivation d'être coach en image, c'est que je me suis dit ça doit être super sympa de faire les boutiques et qu'on me paye à ça. Très honnêtement, Ok. c'était un petit peu, voilà, j'avais 25 ans, je trouvais ça génial qu'on puisse payer des gens à faire des boutiques et à conseiller d'autres personnes sur leur manière de s'habiller. Et en dehors de ça, il y avait aussi le côté commercial. Donc, j'étais commerciale avant, où je me rendais compte du poids de l'image et du poids en fonction de l'image que l'on renvoie, en fonction de ce que l'on pense de soi, ça a un réel impact en fait dans nos échanges avec les autres. Et je trouvais ça assez intéressant de commencer à pouvoir le gérer. Et forcément, voilà, j'étais jeune, j'ai monté ça un peu à la One Again Beast to Fly et ça a pas trop bien fonctionné. J'ai eu des clients, hein, mais j'ai fait, je pense, oui, les erreurs typiques de m'épuiser à faire des actions inutiles, d'investir dans des choses inutiles, de m'associer pas aux bonnes personnes. Enfin, je pense que s'il devait y avoir des conneries, je les ai faites. Et puis, en fait, de fil en aiguille,
parce qu'il y avait aussi des personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont amenée. Ça m'a permis de cheminer vers le métier de coach que je trouvais très, très intéressant. Et de coach, donc au début, j'étais coach spécialisé confiance en soi, estime de soi et image de soi, donc dans une approche un peu plus globale du rapport à soi. Et puis, en fait, là, c'est vraiment le cheminement personnel et les rencontres que j'ai fait avec mes clients qui petit à petit m'ont dit ça serait intéressant que tu m'aides du coup sur la partie là, sur cette partie de cette société, ou ça serait intéressant parce que là j'ai envie de quitter mon travail. Et en fait ça s'est fait un petit peu tout seul, et petit à petit je me suis rendu compte que en fait ça m'éclatait et que j'adorais travailler sur la partie professionnelle et épanouissement personnel dans justement la création soit d'une entreprise, soit la reconversion, parce que là on parle des entrepreneurs, mais ça peut être aussi de la reconversion de salariat à salariat. C'est juste trouver sa voie et trouver une boîte dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on peut s'épanouir. Donc voilà le cheminement. Vraiment en accord avec soi-même, en fait. C'est vraiment Ouais, ça. c'est ça. C'est d'abord être avant de faire. Exactement. C'est ça. D'accord. Chose dont on a beaucoup parlé, plus d'une Ouais. fois d'ailleurs. Exactement. Du coup, tu me disais, c'est pas du tout ton point de départ, c'était pas ton rêve à la base. Du coup, j'ai une question que je pense je vais poser à chaque fois à tous les entrepreneurs que je vais pouvoir recevoir. Donc, si vous écoutez cette émission, préparez-vous à cette question. C'est tout bête, mais quel était ton rêve de gamine? Alors, tu sais quoi? Je crois que j'ai aucune idée de ce à quoi je rêvais. Alors, bien sûr, j'ai eu le délire chanteuse, hein. C'est D'accord. d'ailleurs une des premières choses qui m'a motivée à apprendre l'anglais. C'est que je me suis dit, les chanteuses les plus connues parlent anglais, donc il faut que j'apprenne l'anglais. Et ça, c'était ça. Mais ça, c'est le rêve, voilà, de petite fille classico. Mais le plus jeune, quand tu commences à avoir un peu plus de maturité, que tu te poses un peu la question de ce que tu veux faire dans ta vie, en fait, moi, ce qui me faisait vibrer, c'est que je voulais être agent immobilier, tu vois. Je voulais, voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis, Donc vraiment cette fibre de la vente et du ouais, contact quand même, toujours ouais, du ouais, relationnel, hein. ouais, ouais. T'étais pas partie sur Oui, scientifique ou non, chercheuse en non, non. laboratoire. Donc il y avait vraiment quand même Non, mais ce c'est lien. rigolo parce que, bon, agent immobilier, quand on est gamin, c'est pas genre le métier qui fait rêver, quoi. Et pourtant, très rapidement, je me suis dit, moi, je sais pas pourquoi j'aimerais bien vendre des maisons. Et pour le coup, je me suis absolument jamais orientée dans cette voie-là, dans mes choix professionnels derrière. J'en ai des téléphones, donc rien à voir. Mais voilà, c'est mon rêve, Oui, mais c'est celui-là. pas loin, puisqu'on en a déjà discuté en dehors. C'est un truc Et ça qui me te fait tenterait kiffer. toujours, qui te tenterait toujours. Donc c'est Ouais, cool. ouais. Ce serait marrant de te voir réaliser ce petit kiff que Bah écoute, que t'as voulu avoir. peut-être. Peut-être. De toute manière, moi, j'aime bien partir du principe que dans une vie, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir plein de métiers. Et qu'aujourd'hui, je fais ça et peut-être demain, je vendrai des maisons. On sait jamais. Et qu'est-ce que ça a été ton premier boulot? Est-ce que direct en sortant de l'école, tu t'es dit, ok, je vais monter ma boîte, ou est-ce que tu es parti directement dans les télécoms après être sorti d'une école? Est-ce que tu as fait des écoles d'ailleurs, spécialisées dans quelque chose? Qu'est-ce que ça a été ton parcours là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas trop avoir de vision d'avenir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sais ce que je fais, mais demain, j'ai aucune idée de ce que je vais faire et je me laisse beaucoup porter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait un IUT Tech Deco, donc technique de commercialisation, parce que j'aimais le côté négociation, management, enfin tout ce qui est voilà, fibre humaine et échange humain. Et dans le côté malgré tout un peu commercial, je trouvais ça intéressant et un peu challengeant. Mais sans absolument savoir ce que j'allais faire derrière, j'en avais aucune idée. Et ça s'est fait comme ça, première année du UT, je fais mon stage à Bouygues Télécom parce que un jour, en achetant mon téléphone portable, flemmarde que j'étais, je demande à la vendeuse avec qui je m'entends bien, je dis au fait, vous cherchez pas des stagiaires par hasard? Elle me dit, oh, pourquoi pas, si, donne-moi ton CV. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et ça s'est très, 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 très bien passé. Et du coup, vu que je suis une grosse flemmarde, malgré tout, hein, je suis quand même dans le moindre effort. Tout simplement, la deuxième année, je dis, vous voulez pas me reprendre? C'était sympa. Et du coup, j'ai retravaillé chez Bouygues Télécom et ça se passait très, très bien. Et du coup, après mes études, ils m'ont dit, franchement, ça se passe super bien. À l'époque, et là, on dirait que je suis vieille quand je dis ça, c'est horrible. À l'époque, c'était le lancement de l'iPhone. Ça fait tellement vieux de dire ça.
Et du coup, pendant mon stage, j'avais été formée à être spécialisée dans ce nouvel appareil où, oh mon Dieu, il y avait des icônes et il fallait appuyer dessus pour faire des trucs. Et que, en fait, mes autres collègues n'étaient pas du tout formés à ça. Et donc, après mon stage, j'étais assez utile dans l'entreprise. Et donc, ils m'ont fait un petit contrat de 15 heures où, en fait, mon rôle, c'était de vendre de l'iPhone, quoi. J'étais la seule qui avait les connaissances dans cet appareil qui était assez révolutionnaire à l'époque quand il est sorti. Donc, direct et experte, quoi. Voilà, ouais, finalement, oui, j'ai eu tout de suite un boulot qui était bien missionné et je me suis vraiment bien plu. C'était une petite entreprise familiale, enfin, c'était vraiment génial, c'était une petite boutique. Et puis derrière, l'envie d'évoluer faisant que j'ai intégré une autre société, Telencom. Mais en fait, tout s'est fait sans recherche. C'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un qui me laisse porter par la vie et je suis par contre très opportuniste. C'est-à-dire que je sais saisir les opportunités, je sais ressentir quand il faudrait se faufiler et se mettre à une certaine place. Et du coup, ouais, tout s'est déroulé comme ça et la téléphonie a été un pur hasard, quoi. Je n'avais aucune idée de pourquoi j'étais là, mais j'y étais pas trop mal. Et puis, j'ai vite évolué dans cette autre société qui s'appelait Telencom en tant que donc, vendeuse, puis responsable adjointe, puis responsable de magasin en 3 ans. Donc, Ok, voilà. donc belle évolution quand même. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais ça assez intéressant, assez sympa. Ok, donc t'es plutôt le genre de personne à te laisser porter. Ouais. Alors j'ai une question par rapport à l'école, du coup, Mhm. pour savoir, parce que je pense que parmi les personnes qui vont écouter, il y en a peut-être qui ont complètement réussi à l'école et d'autres pas du tout. Du coup, juste pour savoir, t'étais quel type de profil toi à l'école? Très assidu à écouter, à surligner comme une dingue tous tes cours et à les apprendre tous les soirs avant un examen? Ou plutôt au fond de la classe à balancer des petits mots à droite à gauche et à copier sur les copains avant d'aller Ah en ouais. cours. Écoute, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je pense que je me mettrais dans la catégorie maline. C'est-à-dire que Toujours, fallait pas toujours trop. toujours le côté flemme, en fait. Ouais, voilà. En fait, c'était entre la flemme et bon, je fais ce qu'il faut quand même pour avoir les résultats. Et donc, j'étais, je pense, dans la juste moyenne et en même temps, l'IUT, c'est un format qui invite un peu à cette flemme-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gros examen final. L'IUT, il n'y a pas de partiel, il n'y a pas de gros trucs comme ça. Et en fait, le principe, c'est que tu as tes 2 ans du moment où tu as réussi à avoir plus de 10 de moyenne toute l'année, quoi. Donc, en D'accord. gros, moi, j'avais cet objectif de il faut que j'ai plus de 10 de moyenne. Donc, j'avais 12, 13 à peu près de moyenne, mais j'allais pas m'embêter plus que ça pour avoir des 18 parce qu'en fait, le résultat allait être le même que quelqu'un qui allait avoir 18. Moi, j'allais avoir mon IUT. Et puis, en plus de ça, j'étais dans une branche et je spécifie aussi le pourquoi. C'est que j'étais dans une branche qui est le commerce. Et pour moi, le commerce, ça s'apprend sur le terrain et que, en gros, il fallait que j'ai mon diplôme, mais que je savais que derrière, j'allais me mettre très rapidement au charbon parce que je ne croyais pas du tout aux écoles de commerce qui te prônent tu fais 3 ans d'école de commerce en plus de ton IUT, tu sors de là, tu es directement cadre. Finalement, moi, en fait, j'ai fait mon école sur le terrain et en effet, au bout des 3 ans, j'étais cadre, mais j'avais de l'expertise et de réels Et bagages. l'expérience. Voilà. Que mes chers petits collègues qui sont partis en école de commerce, en fait, ils sont sortis de là, puis ils ont commencé à la case départ vendeurs, quoi. S'ils avaient juste perdu 3 ans, parce que le commerce, ça s'apprend sur le terrain. Enfin, du moins, c'est mon expérience. Voilà. Donc, est-ce que au cours de ce parcours de vie, tu as eu des personnes que tu considères comme étant des mentors du côté professionnel? Oui, j'ai eu quand même des personnes inspirantes. Dans la partie commerce, pas trop. Il n'y avait pas des personnes qui m'inspiraient plus que ça. Euh, Mais par contre, dans la partie coaching, tout ça, oui, j'ai rencontré des personnes. Alors, c'est plus des personnes en physique. Je suis pas trop à m'accrocher à des mentors que j'aurais pu lire dans des bouquins, que j'aurais pu voir dans des conférences. C'est plus des personnes physiques qui représentaient pour moi ce que j'avais envie d'accomplir, le type de réalisation que j'avais envie de faire. Donc, en soi, c'est pas des personnes qui ont fait des trucs extraordinaires, mais qui représentaient pour moi la vie que j'avais envie d'avoir. Voilà.
Ok, et comment tu as été face à ces personnes-là? Est-ce que tu as été simple spectatrice, c'est-à-dire tu t'es dit ces personnes-là ont une vie qui m'inspire et du coup, eh Mhm. bien, je veux faire en sorte d'avoir exactement la même vie? Mm. Ou bien tu leur as posé des questions, tu leur as demandé des conseils et si oui, dans ce cas, quels sont ces conseils? Mm. Non, je les ai côtoyés. C'est-à-dire que du moment où j'ai identifié le fait que cette personne-là m'intéressait dans son parcours, derrière, je les ai sollicités. J'ai même demandé. Alors, entre autres, c'était en effet deux coachs, une psychologue et une coach qui avaient créé un organisme de formation. Et je les ai sollicités. J'ai payé des entretiens où j'ai demandé en fait des coachings. Pour m'aider, pour aussi voir comment elle travaillait dans le réel. Et puis derrière, j'ai même intégré du coup leur organisation. J'ai travaillé avec elle. Voilà, j'ai été vraiment en fait en lien avec ces personnes-là. Et pour moi, c'est vrai que quand quelqu'un, parce qu'il représente, est intéressant, eh bien, il faut aller le voir au plus près et au plus proche de ce qu'il est pour bien comprendre l'essence de ce qui nous fascine et de pouvoir du coup se l'approprier finalement. Parce que souvent, quand on est intéressé par certaines personnes ou quand on a des mentors, ça nous fascine, mais on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas ce qui leur rend en fait cette aura, ce charisme, ce truc un peu qui te fédère. Et le fait d'y aller, c'est de dire ah mais oui, en fait c'est pour ça. Et moi, c'est vrai que ce que j'ai retrouvé chez ces personnes-là, c'est des personnes qui sont restées authentiques dans ce qu'elles étaient en fait finalement et qui n'ont jamais en fait perdu leur authenticité au, au dépens en fait de comment dire Des de sommes qu'ils pouvaient accumuler, Ouais, des réussites et tout. de faire grossir D'accord. l'entreprise. Ok. Et finalement, c'est l'authenticité qui crée, du coup, Cette justement, les réussite. liens et qui crée, voilà, cette réussite. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est là où je me suis dit, bah voilà, euh, je vais pas chercher à être quelqu'un d'autre parce que j'ai vu que ça fonctionnait et ça m'a permis, oui, de me lancer plus sereinement en étant juste moi. Ok, et du coup, en étant toi-même, après, je sais pas si on peut parler chiffres, mais déjà, ton entreprise à l'heure actuelle te permet de vivre bien et même d'avoir des projets pour des projets personnels et même professionnels. Oui, oui, oui. Et là, aujourd'hui, donc, je dirais que ça fait 3 ans que j'ai lancé mon entreprise parce que si on parle pas des 2 ans qui ont été un peu des foirés, où j'ai vraiment réussi où j'ai vraiment décidé de me réorienter dans quelque chose qui était un peu plus construit. Donc ça fait 3 ans et on va dire qu'au bout d'1 an et demi, j'en vivais et que en effet là maintenant ça se pérennise et que ça me permet oui, de faire des projets de plus personnels d'ailleurs ou professionnels, mais ouais. Ok, Mm, et mm, tu dis que ça t'a permis d'en vivre au bout d'un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé mm. pendant ce premier un an et demi? Il y a eu des hauts, des bas? Comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir, j'ai envie de dire, pour vivre? Est-ce que c'était simplement de la J'ai mangé des D'accord, pâtes. donc c'était vraiment que de la survie, quoi. Non, 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 non. Alors, je pense qu'un gros point qui m'a aidé pour monter ma société, c'est que bah, déjà, j'étais soutenue moralement et mentalement, et bah, c'est tout bête, mais financièrement aussi par mon compagnon. Et je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé parce que, bah, en fait, dans les 2 premières années de plantage de boîte, bah, j'y avais laissé un peu mes plumes. Donc, il me restait plus grand-chose pour le lancement de cette nouvelle activité. Et ça m'a quand même bien aidé. Et après, j'ai quand même, enfin, dès que j'avais des petits sous ou quoi que ce soit, enfin voilà, je les ai très rapidement mis de côté. Je pense que déjà, voilà, d'un, c'est le soutien et c'est extrêmement important d'être soutenu. Et aussi, je pense, l'intelligence de tout de suite, voilà, pouvoir mettre de côté, de faire des petites choses pour prévenir les mois qui sont peut-être un peu plus durs. Par exemple, l'été, où on sait que au niveau thérapeutique et accompagnement, bon, ben, il y a un peu moins de présence. Donc voilà, de pouvoir régulariser un petit peu plus l'activité par la suite. Voilà, tu disais que tu t'es planté, tu t'as laissé quelques plumes pendant les 2 premières années. Qu'est-ce qui fait que euh, au bout d'un an de plantage déjà, donc à la moitié de ces 2 années de plantage, tu t'es pas dit je vais lâcher, je vais abandonner. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait te dire bah en fait je vais continuer dans cette voie-là, même si je me plante, même si j'ai encore un an de plantage au bout d'un an, peu importe, je continue. Qu'est-ce qui t'a boosté et qu'est-ce qui fait que bah comme la téléphonie mobile, tu t'es pas dit bah non j'arrête, je passe à autre chose. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait tenir et qu'est-ce qui t'a fait quel a été ton Ouais. moteur en fait? Euh,
Alors, plein de choses en fait. La première chose, je pense, c'est très bête, hein, mais je pense que c'est la naïveté. Je pense qu'au bout d'un an, malgré tout, on se dit bah, c'est normal. Et puis, bah, c'est juste qu'il faut donner encore un petit peu plus. Et puis, malgré tout, j'avais quand même eu hein, des petits résultats. Donc, en fait, j'avais cette notion de ça va augmenter. Et en fait, c'est au bout de la deuxième année. Et quand je dis 2 ans, je pense que c'est plus 1 an et demi. Hein. Mais au bout de 6 mois supplémentaires, déjà, je commence à me dire, ouais, en fait, ça ne décolle pas. Ça atteindra pas plus que ce que là j'ai atteint. Et surtout, c'était une activité qui était très, très, très énergivore. Donc, je pense que ça a été, un, la naïveté. De deux, c'était un petit peu l'obligation que j'avais de continuer parce que, pour tout avouer, hein, j'avais essayé de reprendre un autre petit boulot pour joindre les deux bouts. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi je suis partie de la téléphonie, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même fait un burn-out. C'était plus possible du tout pour moi de travailler dans ce domaine-là. Et quand je me suis remis dans une dynamique commerciale, en fait, mon corps a tout de suite réagi. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'étais de nouveau plus capable d'aller sur mon lieu de travail. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi d'abandonner et que la seule chose que je savais faire, qui était le commerce, c'était juste plus possible. Et donc, il fallait forcément que je continue dans une voie différente et que je sois plus persévérante. Et que malgré tout, j'y croyais encore. En fait, pour moi, ça restait toujours possible. Et c'était pas parce que c'était dur que c'était infaisable. Et surtout que c'était dur financièrement, c'était dur parce qu'il y avait de la remise en question. Mais à côté de ça, je goûtais à une qualité de vie que je n'avais absolument pas envie d'abandonner parce que je trouvais ça absolument génial, quoi, de pouvoir être indépendant, d'avoir cette liberté de choix, de responsabilité dans les horaires, dans tout ça. Et je trouvais que c'était génial. Donc, dans un sens, c'était dur dans le côté financier, mais c'était ultra valorisant dans le côté niveau de vie, choix de vie. Enfin, niveau de vie, non, parce que mon niveau de vie était bas, mais quand je dis niveau de vie, c'est avoir le temps, profiter des gens qui sont importants pour toi, faire quelque chose que tu aimes. Et ça, en fait, c'était ouf, quoi. Donc, pour moi, c'était obligatoirement, je devais obligatoirement continuer dans cette voie-là. Ok, donc vraiment, c'est parce que comme tout à l'heure tu disais, j'ai pas vraiment cette vision d'avenir, etc. Enfin, c'est ce que tu m'as dit au début Ouais. de l'interview. Mm, C'est vraiment, j'avais pas ouais, cette notion carrément. d'avenir. Et du coup, comment tu fais quand t'as pas cette vision des choses? En fait, c'est parce que tu as goûté à une qualité de vie, comme tu dis, Mhm. de ce que tu produisais comme temps, en fait, qui Mhm. t'a fait continuer. Ok, et effectivement, t'as quand même su, contrairement à beaucoup de personnes, et tu dois en rencontrer, je pense, des personnes comme ça dans tes coachings, t'as quand même Mhm. été capable de te mettre à l'écoute de ton corps qui te disait quand tu étais en burn-out, stop. Et ça, Oui. c'est quand même pas tout le Mhm. monde qui arrive à le faire. Il y a des gens qui vont faire je sais pas combien de burn-out avant de se remettre en question. Et du coup, tu as quand même été te dire, ok, j'ai fait un burn-out, je vais peut-être arrêter et quand même continuer. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure parce que, en effet, j'ai pas de vision future. C'est-à-dire que je suis incapable de dire ce que je vais faire dans 2 ans, 3 ans, et je ne l'ai jamais eu cette vision future. J'ai été toujours incapable de faire un business plan sur 3 ans. C'était quelque chose, mais que j'avais en horreur. Et par contre, un truc que j'ai développé et qui me permet en fait d'être très opportuniste, d'être très comment dire, très réactive et de pouvoir en fait très rapidement me réorienter vers quelque chose qui est plus sain pour moi, c'est que je suis devenue extrêmement à l'écoute de moi-même, de mes envies, de mes réticences, de mes limites. Et c'est ce qui m'a permis en fait, malgré le fait que je me dise bon bah ça fonctionne pas, ça fait 1 an et demi, mais je sais toujours pas ce que je vais faire demain, de me réorienter malgré tout parce que j'avais conscience de ce qui était important pour moi, mes valeurs, mes motivations, mes envies, le cadre dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et en fait, j'étais tellement connectée à moi que j'ai juste eu l'impression que la vie m'a proposé, un peu comme sur un plateau, la solution qui me permettait de répondre à ces envies-là et qui est une solution absolument parfaite dans laquelle je m'épanouis, mais incroyablement bien, qu'est le coaching, mais qui m'a été proposée, mais encore une fois, par des rencontres et juste parce que j'étais tellement à l'écoute de ce qui était important pour moi que quand j'entendais des choses qui pouvaient être en lien, ça faisait justement le lien direct. Et je me disais, mais attends, mais ça rentre complètement dans le cadre de ce que je recherche. Sans pour autant m'être posé la question avant de qu'est-ce que ça doit être exactement. Et c'est ce que je fais dans mon travail de coach dans la reconversion professionnelle, c'est que avant tout, avant de choisir un métier, c'est une reconnexion à soi, de qui je suis, quelles sont mes compétences innées, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins de vie,
qu'est-ce qui est important pour moi, et à la fin, on essaye de mettre un métier dans ce cadre-là, mais c'est la finalité, en fait. C'est marrant parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est est-ce que tu fais ça avec tes clients puisque ça a fonctionné pour toi? On est d'accord que c'est quand même assez important d'être connecté à soi avant de... Enfin, avant non, puisqu'on a besoin de faire et de pratiquer certaines choses dans sa vie avant de savoir réellement où sont nos limites. Mais c'est quelque chose que tu vas vraiment faire avec tes clients, aller d'abord chercher qui ils sont, comment ils fonctionnent, quelles sont les limites possibles avant de voir pour un métier, en fait. Oui, complètement. C'est d'abord un retour à soi. C'est ce que tu disais dès le début, c'est d'abord un retour à l'être pour ensuite savoir ce que tu as envie de faire. Mais c'est pas le faire, c'est pas ce que tu vas faire qui va définir ce que tu es. Et c'est beaucoup trop, on est beaucoup trop dans cette dynamique-là, dans cette société, de dire ce que je fais définit ce que je suis. Et donc du coup, on sait plus vraiment ce qu'on est quand on n'a plus envie de faire ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu m'as suivi là-dessus ou pas? Je t'ai suivi, Voilà. je t'ai suivi. C'est quand tu dis ce que je sais faire, c'est plus moi, mais du coup, c'est je suis qui et de quoi j'ai envie. Et c'est toute cette reconquête-là, en fait, qu'on travaille ensemble, c'est la reconquête de son soi intérieur pour être en adéquation avec ce qu'on fait. Mais regarde, dans une soirée, quand on veut prendre connaissance de quelqu'un, on lui demande pas qui tu es, on lui demande qu'est-ce que tu fais. C'est horrible, c'est horrible. Voilà, on est défini par ce que l'on fait. Donc, c'est pas évident. C'est effectivement très compliqué de se détacher de ça parce que en même temps on est éduqué comme ça. Le être passe forcément par le faire en fait. On peut le dire, hein, on est en période de confinement et je trouve ça incroyable cette période parce que on peut plus rien faire. Du coup, on est obligé d'être et c'est génial ce qui ressort. Moi, je continue à avoir donc mes coachings et c'est absolument incroyable ce qui ressort de cette période de confinement où en fait l'univers nous a empêchés de faire. Et du coup, il nous a obligés de nous reconcentrer sur ce que l'on est. Et il y a plein de choses qui émergent. Il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles sont super créatives. Il y a des personnes qui se rendent compte qu'en fait, elles ont une capacité de concentration et à rester bloquées sur un bouquin pendant X temps. Enfin, il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes. Et malheureusement, à contrario, il y a des gens qui sont là à râler, etc. Chose que je peux comprendre selon les circonstances dans lesquelles on est bloqué. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est une période magnifique où en fait, on a la possibilité de devenir qui on a envie de devenir. En fait, c'est comme si l'univers il nous disait, vous arrêtez pas de vous plaindre de travailler, vous arrêtez pas de vous plaindre que vous avez pas le temps pour vous, pas le temps de faire quoi que ce soit, etc. On vous offre une pause, une vraie pause pour tous les jours vous lever et vous dire ok, aujourd'hui j'ai envie d'être telle personne. On a cette chance-là, je trouve, de se dire ok, si je veux me lever à 4h du matin et bosser sur mes projets jusqu'à 8 et ensuite passer le reste de la journée à rien faire et regarder des séries, vous pouvez le faire en fait. Et ça, c'est ultra intéressant de se dire qu'on a cette possibilité-là d'être qui on veut en fait. Et surtout, sortir de la dynamique du faire, c'est aussi arrêter de culpabiliser si on a envie de rien de faire. Parce que y a aussi ce côté actuellement de je vois sur les réseaux, tout le monde s'active, tout le monde fait plein de trucs et tout le monde se redécouvre et puis en fait j'ai juste envie de rien branler. Mais c'est pas grave en fait, profite. Et c'est important de pas culpabiliser, justement de pas être du tout dans le faire et de juste prendre un temps pour soi, de cocooning, en fait je fais rien et je suis juste doux avec moi-même et accueillant dans mon envie de rien faire, et c'est déjà énorme en fait de lâcher prise sur justement cette pression sociale du faire en faisant rien. Et c'est d'ailleurs une période très propice en se reconnectant à soi-même, à se dire après, en fait, j'ai pas envie de faire ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours dans mon travail, et du coup j'ai envie de faire autre chose parce qu'il y a eu cette reconnexion à soi. Et je trouve ça extraordinaire, et je pense qu'après des gens comme toi et moi, nous on a la chance d'être dans une branche qui nous plaît. Donc on a cette chance-là pour les personnes comme toi et moi, mais il y en a d'autres qui, avant le confinement, étaient peut-être complètement perturbés par le fait qu'ils étaient salariés, etc. Et je pense que pour ces personnes-là, vraiment, c'est encore plus une chance que pour nous, que de se reconnecter à soi et de se dire, ok, à la fin du confinement, je sais que j'ai envie de me retrouver comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient traders et qui vont se retrouver bergers dans une montagne. Enfin, je pense qu'il va y avoir des cas comme ça, sincèrement.
Oui. et ce sera très intéressant. Moi, de toute manière, j'ai quand même là pas mal d'appels justement, bah voilà, j'ai le temps de réfléchir et puis je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie de reprendre mon boulot, que j'ai peut-être envie de commencer à penser à autre chose et qu'en effet, ça amène à une certaine réflexion. Alors, je dis pas qu'il faut tout de suite, dès qu'on en a un peu marre de son boulot, et c'est important pour moi de le préciser, tout de suite se dire je veux me reconvertir et il n'y a plus rien qui me satisfait parce que j'ai pas envie de reprendre mon boulot. Des fois, c'est des petites améliorations à changer sur le lieu de travail, des petites choses à faire, mais c'est vrai que ça amène à une certaine réflexion de se dire mais et si en fait j'étais pas si heureux que ça? Et si en fait je peux peut-être m'accorder à faire autre chose? Et oui, ça amène à tout ça. Et c'est vrai que bah oui, moi je me rends compte que j'ai des coups de fil et on sent que ça cogite. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est une période beaucoup plus prolifique en termes d'appels, de rendez-vous pris, ou est-ce que c'est une période qui est assez classique par rapport à l'an dernier, par exemple? Tu as plus ou moins d'appels? Alors, peut-être pas beaucoup plus, mais c'est juste que dans le discours des gens, on sent que le confinement a eu ça comme effet. Je pense que c'est des personnes que je n'aurais pas eu en temps normal et qui ont vraiment eu, par rapport à ce confinement-là, par rapport à ce temps de réflexion-là, le déclic pour faire ça. Après, j'ai pas plus d'appels que d'habitude, ce serait mentir que de dire ça, mais par contre, voilà, on sent que ça a quand même, sur ces personnes-là, un impact réel. J'aimerais passer à autre chose sur cette interview. Est-ce que tu as des Ouais. formations de développement personnel? Non, enfin, du développement personnel. Je me suis formée au coaching, qui est une technique d'accompagnement, où bien sûr, dedans, on voit comment développer le potentiel des personnes. Euh, mais des formations de développement personnel à proprement parler, non. Je, est-ce que, enfin, il y a bien sûr des bouquins, mais est-ce qu'on peut, enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me parle, en fait, les formations en développement personnel. C'est pas un truc ouais, qui me parle. J'en ai pas fait. Non. D'accord. Ok. Désolée, j'en ai pas à conseiller. Mais pas de souci, pas de souci. Justement, je trouve ça intéressant de savoir un petit peu si t'en as fait ou pas, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes que je vais avoir à ta place en Mm. interview et qui vont me dire exactement la même chose que toi. Et je trouve ça assez intéressant justement de savoir Ouais. qui est passé par quoi. Du coup, Audrey, merci. Et est-ce que tu as des livres à conseiller, puisque tu n'as pas fait de formation à proprement dite de développement personnel, mais tu viens de nous le dire que tu avais lu des livres. Donc, est-ce que tu as des livres à recommander qui soient de développement personnel ou pas du tout? Des bouquins qui t'ont inspiré pour toi en tant que personne ou en tant que professionnel? Oui, alors comme je disais, pour les personnes qui ne connaissent pas encore trop le développement personnel et les principes un peu de coaching, un livre qui est intéressant, qui reprend un petit peu justement le principe de reconversion, le principe de coach et de développement personnel, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est assez intéressant, qui a été pour moi un des premiers bouquins qui m'a amené vers un petit déclic de coaching, j'aime bien. Ensuite, un bouquin qui, moi, m'a touchée particulièrement, j'aime beaucoup Lobsang Rampa, qui donc est un moine bouddhiste qui raconte un petit peu, donc à travers le troisième œil, ses expériences. Et j'ai beaucoup aimé aussi La prophétie des Andes. Euh, Laurent Gounel aussi, qui je pense est un auteur on ne présente plus, qui est très sympa. Ouais, je les ai pas tous en tête, mais ça me paraît déjà pas mal. Ça a été mes premiers bouquins qui m'ont donné l'envie d'aller un peu plus loin sur le sujet. Bah écoute, merci pour ces références de livres, Audrey. Merci pour tout ton temps, parce que je sais que, comme tu l'as dit, tu as beaucoup d'appels et tu as réussi à trouver le temps quand même pour faire cette petite interview via chacun chez nous. Et du coup, où est-ce que les personnes qui écoutent ce podcast peuvent te retrouver? Et on donnera peut-être pas ton numéro, mais est-ce que t'as certainement un site internet ou quelque chose sur lequel et une chaîne YouTube aussi, puisque je sais que tu as une chaîne YouTube que tu inondes d'informations pour répondre à toutes les questions qu'on peut te poser. Donc, it's time pour la promo, Audrey.
Eh ben, écoute, donc si vous souhaitez me retrouver sur Internet, eh bien tout simplement en tapant Audrey Coach Montpellier, vous tomberez directement sur mon site. Ma chaîne YouTube, donc qui a pour principe de répondre à vos questions les plus fréquentes en ce qui concerne le côté professionnel, l'évolution professionnelle, la reconversion, c'est Audrey vous répond, tout simplement. Instagram, Facebook, eh bien Audrey Coach de vie ou Audrey Life Coach pour l'Instagram. Et puis, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des mails, à m'appeler via mon site. Vous allez avoir toutes les informations. Je suis quelqu'un d'assez réactif qui répond souvent dans la journée. J'aime bien que le contact soit assez direct. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, même si vous avez des questions, quoi que ce soit, je serai là pour y répondre. Voilà. Eh bien, super, merci beaucoup Audrey pour ton temps. Merci à toi, c'était très sympa. Eh bien, génial, j'espère que les auditeurs se sont régalés aussi. Et si c'est le cas, eh bien, c'était le premier épisode du Carnet de bord de Bastien spécial interview. Tu peux la retrouver du coup sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, iTunes et bien d'autres, certainement sur les réseaux sociaux aussi. N'oublie pas de liker, partager, mettre une note à l'émission et n'oublie pas d'aller regarder une ou deux publicités sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Ça nous permet de faire avancer la chaîne. Et donc merci à toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du Carnet de bord de Bastien. Une production du Studio Podcast Montpellier.